Pourquoi focaliser le regard sur le corridor ouest englobant Kinshasa et le Congo central? Nous avons eu à le démontrer déjà. Expo Béton, d'abord, c'est le salon du développement des villes, des corridors de développement et des zones économiques spéciales. Ces idées datent de très longtemps. Nous avons commencé il y a plus d'une trentaine d'années à penser comment rendre Maluku, Kinshasa, Kimpese, Matadi et Banana performants en termes de logistique, en termes d'habitat, en termes industriels aussi, grâce à sa grande population, parce qu'elle touche aussi 2 pays, 3 pays, même si vous regardez le corridor qui devrait remonter vers le Gabon et vers le Cameroun à partir du fleuve. Donc c'est une zone très importante avec cette grosse capacité de production d'électricité que, même s'il est vrai que nous l'attendons, mais voit aujourd'hui, grâce à l'ouverture que le chef de l'État a donnée aux investisseurs de pouvoir s'y installer. Vous avez vu le type de bâtiments qui sont en train d'être présentés. Nous avons appelé cette 8e édition la révolution urbaine parce qu'elle est en train vraiment de se faire sentir. Dans toutes les communes, c'est vrai, on construit et cela attire encore plus d'investissements, mais doit nous poser aussi des questions essentielles. C'est l'urbanisation vraiment de la ville de Kinshasa. Faut-il que nous puissions avoir des si grands complexes, ne pas avoir de route pour y arriver, ne pas avoir de caniveaux pour évacuer les eaux? Quel est l'état aujourd'hui de notre voirie et des réseaux de drainage? Quel est le niveau aussi de la capacité de l'électricité qui peut être mis à la disposition de ces grands complexes immobiliers et d'autres services aussi qui sont essentiels dans la mobilité dans la ville, auquel cas nous disons Expo Béton tire la sonnette d'alarme. Il y a de l'investissement privé qui est en train de se faire, mais il faut que l'État ou alors le partenariat public et privé puisse résoudre les problèmes de voirie, d'électricité, pour que la ville puisse vivre correctement. On imagine que demain, Expo Béton abordait par exemple la question de la circulation, notamment le transport au niveau de la ville de Kinshasa. Oui, nous l'avions dit déjà lors de notre 6e édition avec le Sénat, lorsque nous avions eu à aborder cette question. Des solutions ont été données et ce sont des questions aussi qui sont transversales, qui ne touchent pas que les autorités, mais aussi les citoyens. Faut-il que le chef de quartier, que le bourgmestre aliène les espaces qui devraient servir de parking ou le long des routes ou dans les intersections des routes où on voit maintenant, ce sont des parkings de véhicules, de taxis, de motos, etc. et qui ne permettent plus à ce que la circulation soit fluide. Faut-il continuer aussi? Et ça, c'est une grosse question. Nous avons entendu le chef de l'État poser cette question. Le BTC qui doit veiller à la qualité de nos travaux, faut-il qu'on continue à accepter que nous ayons des routes qui se font et 2 mois, 3 mois plus tard, on voit les plaques d'asphalte sortir. Et nous entendons les prix. Faut-il continuer à croire que les routes doivent se faire à $1 million ou à $2 millions quand sur un revêtement qui existe, lorsqu'on change seulement la couche de roulement en asphalte, ça ne doit pas coûter plus de $500 000. Vous voyez? Donc ça crée des problèmes. Oui, ça concerne les affaires et vous êtes dans le milieu des affaires. Comment il arrive que vous puissiez discuter justement avec les opérateurs qui interviennent dans le secteur des travaux publics sur cette qualité? C'est une question, s'il y a les normes, les normes, ça veut dire que le cahier de charge a été fait et que les normes sont connues. Si vous devez faire une route de telle dimension ou de telle qualité par rapport à la couche de fondation, couche de roulement, etc., vous savez que vous devez arriver à tel prix. Mais lorsque c'est seulement une couche, par exemple, de roulement, lorsqu'elle est déjà stabilisée, vous savez que ce n'est pas très cher. Donc il en va de la responsabilité du pouvoir public et du secteur privé. Faut-il que les entreprises acceptent de rehausser les prix? Il faut le dire. Les prix sont rehaussés parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans ces contrats. Et ça, nous disons que nous allons tuer Kinshasa, nous allons tuer nos villes, nous allons tuer notre Congo si nous continuons seulement à courir derrière des marchés avec des routes qui coûtent beaucoup trop cher. Il y a moyen de faire des routes avec les matériaux locaux, avec des prix qui sont convenables.
Et vous touchez là à la question de la corruption au niveau des services publics. Écoutez, c'est une question dans laquelle on ne rentre pas, mais n'oubliez pas que j'ai un chapeau de sénateur et je peux m'occuper de ça. Quelle relation vous entretenez avec la ville, surtout avec les citoyens en termes de formation morale, de sensibilisation? Est-ce que vous avez un rôle à jouer? Écoutez, nous le faisons et cette fois-ci, nous avons même une journée culturelle. Elle devait être plus longue, nous devions tenir ces travaux d'ailleurs au centre culturel si on avait eu connexion d'électricité. Et là où nous avions des spectacles pour qu'il y ait vraiment une sensibilisation de la population pour qu'elle puisse accompagner elle-même, s'accompagner elle-même parce que c'est le vécu des citoyens en même temps qu'il y a des objectifs qui doivent être atteints par le pouvoir public. Le pouvoir public a des objectifs. La ville, c'est sa ville, qui a un problème, comme je le dis, de composition politico-administrative, parce que moi j'estime que Kinshasa ne peut plus continuer à rester une ville-province, siège des institutions et capitale. Elle doit redevenir une province, au vrai sens du mot, parce que là, il y a une ambiguïté dans nos textes et nous voulons parfois nous asseoir sur des ambiguïtés qui font que Kinshasa n'a pas les structures de fonctionnement et ne peut pas progresser si nous continuons comme ça. Et donc, ce sont des choses qui doivent être, pour lesquelles nous avons eu à déjà discuter, mais qu'il faut une volonté politique pour pouvoir les changer. Qu'est-ce qui changerait si le Kinshasa devenait province? Une province à part entière. Mais écoutez, n'oubliez pas qu'ici, nous avons le pouvoir central. Et le pouvoir central agit habituellement sur les villes. Et c'est pour cela qu'il y a maintenant un ministère de la politique de la ville qui doit déterminer le fonctionnement suivant la loi organique 08/016 sur les prérogatives des villes. Mais moi j'ai été gouverneur, je sais quelles sont vraiment les prérogatives d'une province. La ville qui est une province aussi en même temps ne les a pas toutes. Parce qu'elle a la lourdeur de l'existence de l'administration qui dépend du gouvernement central à travers les secrétaires généraux et les ministres nationaux sur lesquels le maire-gouverneur de Kinshasa n'a pas tout son pouvoir. Et donc il y a deux administrations parallèles qui fonctionnent à Kinshasa et qui font qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème sur le boulevard du 30 juin, vous ne pourrez pas me dire qui doit intervenir. Est-ce le ministre national des Travaux publics? Est-ce le gouverneur? Est-ce qui est maire? Est-ce le bourgmestre? Est-ce le directeur provincial de l'OVD? Est-ce le directeur général? Vous voyez, tous ces problèmes méritent une redéfinition des tâches et des prérogatives. Avec la mobilisation que vous manifestez, vous êtes sur plusieurs chantiers. Quel est votre commentaire par rapport au climat des affaires? Vous êtes-vous satisfait sur l'évolution du climat des affaires dans notre pays et à Kinshasa? Écoutez, le climat des affaires aujourd'hui a subi la volonté du chef de l'État d'avoir une ouverture. Aujourd'hui, vous pouvez descendre avec vos capitaux, vous ouvrez vos sociétés, vous investissez. Aujourd'hui, il y a cette ouverture. Mais le climat des affaires doit être encore amélioré par rapport à la taxation. Notre fiscalité est lourde. Et c'est là où je dis, par exemple, sur le secteur qui m'intéresse, qui est celui de la construction, qui doit devenir un secteur essentiel de l'économie congolaise parce qu'il permet de juguler beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent, à peu près 2,5 milliards de dollars sont injectés dans la construction par le secteur privé dans la partie ouest de la RDC, devrait permettre à ce que la fiscalité soit beaucoup moins oppressante pour permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus de construction et que beaucoup plus de citoyens accèdent aux bâtiments, accèdent à la propriété, à leur habitat et à des lieux pour faire des affaires. Beaucoup de constructions à Kinshasa, mais quelle est la part de l'opérateur économique congolais? Mais la construction aujourd'hui, c'est l'opérateur économique congolais qui le fait, n'est-ce pas? Et c'est là où nous interpellons le gouvernement. Lorsque, par exemple, il y a une avenue où vous avez vu les maquettes qu'il y a. Lorsque le privé va faire ces bâtiments, mais l'État est où pour pouvoir finaliser ce quartier en faisant une voirie, en amenant
des voiries et des réseaux de drainage, d'électricité stable. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais si l'État veut aussi, il peut faire du partenariat public-privé. Et c'est ce que nous préconisons pour que les valeurs de ces bâtiments qui sont en train d'être construits ne se perdent pas et qu'on ne risque pas des crises immobilières dans notre République parce que nous l'avons vécu dans les années 80, tous les chantiers étaient arrêtés, tout l'argent qui a été mis dans les bâtiments n'était plus rentable et cela avait causé vraiment une stagnation de l'économie parce qu'elle avait été thésaurisée dans les briques. Les briques, c'est bon quand ça avance. Ce n'est pas bon quand ça stagne. Dernière question. Y a-t-il des raisons pour un Congolais d'être optimiste? Et pourquoi vous êtes optimiste dans tout ce que vous êtes en train de dire? Mais vous savez, je suis optimiste, c'est vrai, mais je dois vous dire que ces questions, je les pose depuis les années 87-88, quand j'ai commencé à fréquenter des ministres et à leur dire déjà que nous devions créer des pôles économiques éparpillés dans la ville de Kinshasa. Nous n'aurions pas eu tout ce flux qui ne fait qu'aller sur la Gombe. Nous aurions créé d'autres pôles, que ce soit à Nsele, que ce soit à Mitendi, etc. J'ai vu des villes comme Bamako où une ambassade comme celle des États-Unis, par exemple, on l'obligerait d'être à Nsele. L'ambassade de Chine, on l'obligerait d'être à Ngaliema. Vous voyez, ce sont des politiques d'urbanisation. Et je dois vous dire que nous restons optimistes parce qu'aujourd'hui, nous sentons que les choses bougent. C'est vrai qu'il y a encore des difficultés parce qu'il y a une croissance démographique qui est très importante, qui ne permet pas à tout le monde d'avoir accès. Mais nous, dans le secteur de la construction, nous avons mis en place le club de BTP, qui est comme une chambre de commerce, qui va réunir toutes les entreprises de construction pour pouvoir analyser les problèmes qui se posent à leur secteur parce qu'ils sont une composante essentielle de l'économie. Et puis nous avons la Chambre des métiers et de l'artisanat qui va identifier, qui va former et qui va certifier les agents congolais qui aujourd'hui participent à ces constructions. Ils sont là, ils ont acquis de l'expérience. Mais que sont-ils demain? Des journaliers toujours. Nous voulons que cette chambre pour laquelle nous avons eu la promesse du chef de l'État depuis Kolwezi de nous soutenir, mais que nous attendons ce soutien du gouvernement, de pouvoir encadrer les 600 000 personnes dans l'ouest, les 600 000 personnes dans le sud, et dans l'est et le nord et le centre, il y a encore au moins près de ce chiffre-là, qui est une composante essentielle dans la politique du chef de l'État de donner l'emploi aux Congolais. Donc il y a vraiment, véritablement, il y a à faire. Le ciment, il y en a. Les autres matériaux, il y en a. Nous devons maintenant pousser à ce qu'on ait par exemple des usines de vitres. Vous savez qu'on a du sable ici qui peut faire des vitres ici même à Kinshasa. Nous avons la possibilité de faire des autres matériaux à base. Tout ce qui est à base de ciment peut être fabriqué ici. Et donc nous préconisons, moi-même je suis initiateur d'un projet de cimenterie, PPC. Je l'ai fait parce que je l'ai pensé à 25 ans. J'ai réussi à l'implanter parce que je dis qu'on ne peut pas avoir une politique de développement, de construction de notre pays sans ciment. C'est la base. Mais justement, en matière de cimenterie, il y a un déséquilibre. Il y a des corridors ou des espaces géographiques qui sont les mieux servis et d'autres presque pas. Il y a des provinces où il n'y a pas de cimenterie et où le ciment coûterait 5 fois, 10 fois que le prix de Kinshasa et d'ailleurs. C'est le prix, c'est la conséquence de la mauvaise qualité de nos infrastructures routières. Premièrement, parce qu'à l'époque, il y a du ciment qui quittait ici, Sinat, Silou, qui a construit Goma. La route était bonne et ça ne coûtait pas 3 fois plus cher. Qui a construit tout notre pays, même Kisangani, il y a un moment, Silou a été mettre une usine en 1955, cimenterie de Stanleyville, à Kisangani pour produire avec des matériaux locaux aussi. Tout ça est possible, il faut la logistique de transport, il faut l'électricité et il faut une politique claire. Il faut une politique claire, je vous le dis, quand nous avons mis en place la cimenterie, nous n'avons pas eu le gouvernement qui est venu nous dire voilà mon plan pour consommer votre ciment. Vous voyez, déjà ça, ce n'est pas normal.
Votre mot de la fin. Mais écoutez, nous croyons que nous sommes dans un pays qui est vaste et qui est un chantier. Nous aurons, ici vous avez vu le programme, nous aurons à discuter avec les professionnels et surtout ceux qui sont aussi dans les partenariats publics-privés. L'UCPPP, l'agence de coordination de partenariats publics et privés, peut aujourd'hui se déployer dans le pays entier et faire du partenariat public-privé avec même les ETD, avec les communes, avec les chefferies, avec les villes, avec les provinces, etc. Il y a beaucoup d'opportunités. Le Congo bouge favorablement. Il faut juste qu'il y ait cet encadrement qui soit serein et que nous puissions ne pas nous éparpiller, mais aller vers des secteurs qui sont porteurs le long des corridors qui existent déjà. Les corridors fleuves, par exemple, sont existants. Ce n'est pas compliqué de se rendre à Mbandaka, à Lokutu, à Kisangani et d'ouvrir le chemin de fer pour aller à Lubutu et à Kindu. Au lieu de construire Kindu par avion. Vous voyez, des choses comme ça, nous devons avoir des priorités et une bonne planification. Et vous aurez l'occasion de suivre un de nos collègues aussi, sénateur, qui va présenter le projet du programme de développement des villes. Le gouvernement a mis en place le programme de développement territoire, PDL 145. Nous proposons le programme de développement des villes et nous remercions d'ores et déjà le chef de l'État pour avoir mis en place le ministère de la politique de la ville qui est une demande de Expo Béton.